Excellent début de semaine à tous. Merci de vous joindre à nous dans le cadre de votre magazine C'est mais chez vous. Messieurs, dames, bienvenue à ce premier numéro de la semaine. Alors, deux sujets seront abordés sur ces plateaux. Aujourd'hui, le sommet de Bujumbura qui a réuni le chef d'État de la communauté de pays de l'Afrique de l'Est le samedi dernier pour évaluer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans le communiqué final, le 6 chefs d'État présents à ces assises ont exigé un cessez-le-feu immédiat dans la partie est de la RDC. Parmi les résolutions de Bujumbura, le déploiement d'autres troupes de la force régionale dans le Nord Kivu. Aussi, une nouvelle rencontre sera programmée dans une semaine, soit le samedi 11 février, pour évaluer les décisions de Bujumbura. Pourquoi aller de sommet en sommet? À quelle fin? En second lieu, nous parlerons aussi du discours du cardinal Ambongo au cours de la messe papale, où il a présenté deux problèmes majeurs du pays, dont la souffrance de la population et les élections de 2023. Il a insisté sur des élections crédibles, apaisées et transparentes. Alors, un discours, voulais-je dire, qui a suscité beaucoup d'encre et de salive de la part de certains membres de l'Union sacrée pour la nation. À quelle fin? Pourquoi cet acharnement sur le cardinal Fridola Ambongo, comme l'a déploré hier Monseigneur Donatien Cholet au cours d'un point de presse? Voilà qui sera l'objet de notre échange aujourd'hui. Pour ce faire, nous recevons pour vous Maître Jonathan Ngwele. Il est président national du parti politique PAC, qui veut dire Pour l'amour du Congo, et cadre au sein de la plateforme Lamuka. Il est avec nous sur ces plateaux. Maître Jonathan, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Madame Tania. Bonjour également à notre ami dont la première de la présentation vous revient. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la République et ceux qui auront l'amabilité de nous suivre au travers des rediffusions. Nous sommes heureux et contents d'être sur votre plateau pour échanger dans l'émission Semelle chez vous. Et je profite également pour préciser que vous me recevez comme président national du PAC, cadre de la coalition vainqueur des élections de 2018, la MOUCA. Cette coalition qui aujourd'hui résiste face à ces pouvoirs de prédateurs. Et également, je profite pour dénoncer l'enlèvement qu'a connu notre compatriote et frère Manik Siyenda, et qui aujourd'hui, jour après jour, il s'est écoulé une semaine et un jour. Nous ne savons même pas si les compatriotes mangent, nous ne savons même pas si les compatriotes dorment très bien, nous ne savons même pas s'il est encore en vie. Parce qu'il faut déjà le dire qu'après une semaine et demie, ni nous ses proches, moins encore sa famille, n'est à même de dire s'il est où. Tous nos efforts fournis pour essayer de sillonner un peu le parquet, tant civil que militaire de la ville de Kinshasa, on n'arrive pas à les tracer. L'opportunité qui nous reste, c'est peut-être penser qu'il est entre les mains des services de renseignement, mais personne n'a accès, moins encore sa famille qui tente de manière vaine à entrer en contact avec les services. Personne ne ressort, personne ne permet l'accès, et nous pensons que ce genre de pratiques déplorées et fustigées il y a plusieurs années ne devraient pas en réalité continuer avec la gouvernance de ceux dont le parti porte sa dénomination. Il insiste qu'il parle de la démocratie. Mais aussi, nous profitons également pour saluer la dénonciation faite par M. Kabound il y a une semaine, qui tend à voir la République démocratique du Congo être plus responsable dans les traitements de ses prisonniers et détenus. M. Kabound nous a informé, par l'article publié sur Jeune Afrique, que les prisonniers congolais ont difficile à manger, que les prisonniers congolais sont en même de payer les lits où ils doivent dormir seuls. Et ce genre de comportements dans des États responsables ne sont pas admissibles, parce que l'État, lorsqu'il arrête, il prive que des libertés. Mais il a l'obligation de donner à manger, de donner un logis à tous ces gens qui sont sous son contrôle de par leur arrestation. Et ça nous rappelle bien évidemment après la Covid, nous avons vu un expatrié donner à manger et à boire aux Congolais. Ce sont des pratiques qu'il faut dénoncer, qu'il faut vraiment que la gouvernance actuelle par le ministère de la Justice et des Affaires sociales qui puisse tabler de manière urgente pour résoudre ces problèmes. Très bien. Avec moi, Daniel Roland-Laye pour la coprésentation de cette émission. Il remplace à cet effet Nathan Kianta qui est en déplacement.
Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour Tania, bonjour à Monsieur Jonathan, bonjour à toutes et à tous qui nous suivez en ce moment. Très bien. Alors, d'entrée les jeux, maître, dites-nous comment c'est Porte-Pac. Comment vous préparez pour les élections de 2023? Là, je peux accepter les salutations de Daniel, parce qu'en amont, je l'ai salué sans connaître son nom. Daniel, les PAC se portent très bien. Vous savez que dans des États ou des nations qui se veulent être responsables, tout passe par l'amour patrie. Nous avons décidé, nous, d'aimer d'abord notre Congo. C'est au prix de cet amour pour la patrie que nous opinons et nous réagissons. Parce qu'il faut le dire, Lumumba avait aussi le choix d'abandonner la patrie et de laisser les tortionnaires de colons continuer. Mais par amour pour la patrie, il a dit non. Il a dit qu'il faille que nous devenions indépendants. Mobutu également avait le choix de continuer, bien évidemment, sa carrière dans la presse ou de ne jamais entrer dans l'armée pour continuer et vivre calmement. Mais par amour pour la patrie, il a dit j'arrête avec la presse, je rejoins les forces de l'ordre et je m'auto-assume ou je me détermine. Et tous ces Congolais qui tombent chaque jour ont ici des choix. Certains soit demandaient l'exil, soit renoncer à la nationalité congolaise, mais c'est par amour pour le pays qu'ils continuent à aimer cette nation et bien évidemment à donner de leur vie pour le Congo. Voilà pourquoi nous avons dit que la structure que nous allons nous porter s'appellera pour l'amour du Congo. Il n'est pas que là depuis 2018. Il continue son bon nombre de chemin aux côtés de bien évidemment du vainqueur des élections de 2018, le président Martin Fayulu, qui aujourd'hui reste le seul porteur de la vision pour un Congo meilleur. Parce que le Congo meilleur aujourd'hui est transformé en famille meilleure, en clan meilleur, en parti meilleur. Alors que les Congolais aujourd'hui qui sont le moteur de développement de la nation en souffrent. Voilà pourquoi le cardinal, lorsque le pape est arrivé, il dit enlevez vos mains sur les mines. Moi j'ai dit les partis au pouvoir, enlevez vos mains sur les mines. Les membres du parti au pouvoir, enlevez vos mains sur les mines du Congo parce qu'aujourd'hui tous sont orientés vers le Haut-Katanga, là où il y a les richesses. Personne ne va voir Kitokimo aussi. Personne ne va voir Mbandaka. Personne ne va voir Aru. Parce que pour eux, là où il y a les ressources, c'est là où nous devons faire notre aide. Alors comment vous préparez pour les élections déjà? Voilà, comme parti politique, nous avons des ambitions, mais nous avons des ambitions limitées. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans une coalition qui porte avec elle l'espoir d'une nation. Et là, nous soutenons ou nous encourageons les candidats de notre coalition. Et nous allons porter son programme, nous allons la défendre jusqu'à obtenir notre réélection. Mais bien évidemment, au niveau municipal, communal, législatif et provincial, les PAC affichent des ambitions et les PAC pensent présenter le candidat à tous ces niveaux-là. Parce que nous pensons que lorsque l'on a des personnes qui ont l'amour pour la patrie et à laquelle on enjoint des ressources intellectuelles, la patrie va se développer. Aujourd'hui, le Congo souffre parce que ceux qui gouvernent n'ont déjà pas l'amour pour la patrie et sont en carence des ressources intellectuelles. Très bien. Alors, Maître Jonathan, nous avons déjà plusieurs partis politiques dans ce pays, vous le savez bien. Et vous créez un nouveau parti politique. C'est quoi la vision derrière? Est-ce que cette vision serait différente des visions d'autres partis politiques qui pourra peut-être permettre au pays de se développer demain ou après-demain? Déjà, le leitmotiv de la création de ces partis n'est nullement d'ordre familial. Vous allez noter que tous les 26 fondateurs et dans lesquels nous faisons partie, personne n'a son 2 ou 3 membres de sa famille à l'intérieur, même pas un seul. Contrairement à tous ces partis dont vous citez le nom ou dont vous donnez la qualitativité, beaucoup de ces partis sont assis sur les bases familiales. Papa qui crée, il amène son fils secrétaire général, où son fils amène son ami secrétaire général, et c'est comme ça que ces partis évoluent. Et lorsqu'on pose la question du combat que mènent ces partis, beaucoup n'ont pas d'idéal. Alors que nous, dans le PAC, nous l'avons dit, si nous devons accéder au pouvoir, nous irons comme membres de la résistance. Sauf si notre légitimité s'avérait confirmée par l'effectivité de la proclamation des élections. Ça, il faut le dire. Donc, l'idéal aujourd'hui pour nous, c'est d'avoir les mentalités qui diffèrent de tous ces ribambelles de partis. Les mentalités partiront d'un projet de gouvernance qui doit être accepté et modéré. Et deuxièmement, il faudra avoir en son sein non seulement les membres, mais il faut avoir des membres instruits et compréhensifs. Parce qu'aujourd'hui, les théâtres, par exemple, dans lesquels le parti au pouvoir nous livre avec des membres qui ne savent qu'insulter, c'est désolant.
Et lorsque l'on entend un secrétaire général de ces partis vous dit les membres de mon parti ne sont pas prêts au débat, ils ne sont là que pour des insultes. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas de membres, vous avez des militants qui sont à la solde des insultes. C'est déjà là la démarcation avec nous. Et deuxièmement, nous ne sommes pas là à la solde de personne. Nous sommes à la solde ou encore à la quête ou à la défensive des idéaux et des programmes. C'est pas parce qu'une personne est membre et qu'il n'incarne pas ou qu'il ne présente pas bien les idéaux que nous défendons, nous ne pouvons pas les soutenir. Les programmes, les vôtres ou bien les programmes du candidat, par exemple avec les PAC, pourraient soutenir aux prochaines élections? Déjà, il faut dire que pour créer un parti politique, on vous impose de par la loi, à la réglementation en place, d'avoir un programme comme parti politique. Mais je l'ai dit en amont, nous sommes un parti politique jeune, nous avons des ambitions réduites. Pas parce que nous les voulons, mais parce que nous l'avons décidé. Nous avons des ambitions réduites. Ça veut dire qu'au niveau de la présidentielle, nous allons nous porter le programme qu'ensemble nous allons déterminer avec notre candidat. Et nous l'avons fait. Nous l'avons présenté en 2018 et c'était le projet Espoir. Bien évidemment, après le deal, dans les deals que M. Antoine a contracté avec son frère Kabila, ne nous a pas permis, nous, de mettre en place notre programme. Et aujourd'hui, nous réitérons notre engagement d'antan, c'est de porter le programme de notre candidat. Très bien, merci Maître Jonathan Guélé. On entre dans le vif de notre sujet. Le sommet de Bujumbura a bel et bien vu le jour, c'était le samedi dernier, un sommet qui vient rallonger la liste de sommets qui se tiennent au chevet de la RDC. Votre opinion là-dessus? C'est de trop, bien évidemment, comme vous l'introduisez, parce que il faut déjà dire que nous avons eu 3 Nairobi. Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3. Nous avons eu 2 Luanda. Luanda 1 et Luanda 2. Et là, nous venons d'avoir Bujumbura 1. Je ne sais pas si nous allons aller jusqu'à combien. Mais la finalité, c'est laquelle? De tous ces sommets, aucun d'entre eux n'a produit des résultats escomptés. Ça veut dire la paix est revenue, la tranquillité et la quiétude installée. Aujourd'hui, le Congo est devenu les sujets à débat, mais à débat stérile. Parce que partout l'on parle Congo. Et même les Nations Unies ont pondu un rapport qui parle Congo. Mais aucune sanction découle de ces rapports. La East Community Africaine s'est réunie pour 2 fois où ils ont pondu des communiqués. Mais les résultats ne sont toujours pas à même de rencontrer ces assises. Voilà pourquoi nous disons, déjà d'emblée, c'est parmi les sommets inutiles. Là, vous parlez, vous voulez dire que ces sommets, c'est un bis repetita. Bien évidemment, une continuité dans les vides. Parce que nous avons eu 3 Nairobi. Il faut déjà noter que dans les 3 Nairobi, des Nairobi ont vu être participés tous ces États aujourd'hui. Le Rwanda était là comme observateur, le Burundi était là également comme observateur et l'Ouganda. Mais toutes ces résolutions prises dans Nairobi 1, Nairobi 2 avaient pour soubassement les retraits immédiats, la paix et bien évidemment les cessez-le-feu. Mais de toutes ces revendications ou de toutes ces positions prises par ces États, qui a respecté? C'est déjà là la question. Du Congo, on a décidé de nous amener la mutualisation. Aujourd'hui, quelqu'un peut nous donner l'état de lieu de cette mutualisation? Du Congo, on a décidé les meetings aériens. Quelqu'un peut nous donner les résolutions de ces meetings aériens? Donc, toutes ces résolutions, aujourd'hui, sont considérées comme lettres mortes. Parce que déjà, par leur prise et leur effectivité sur le terrain, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est lui qui décide est lui-même parrain des agresseurs. Et celui qui exécute est agresseur. Vous comprenez que c'est vraiment être ignorant pour accepter ces résolutions. Alors, vous avez dit qu'il n'y a aucun, en fait, ces sommets n'ont produit aucun résultat escompté. Donc, par là, vous voulez estimer qu'il n'y avait pas d'opportunité ni d'utilité à prendre part à tout ce sommet organisé. Je vais parler comme Hugo Chavez. Hugo Chavez disait par une de ses citations que lorsque l'on commence à croire que sa tranquillité dépendra de ce que les gens feront de l'extérieur pour soi, on se trompe. Et c'est pareil pour le Congo. Lorsque l'on imagine à quelques secondes que la paix reviendra parce qu'on a participé à des sommets, on se trompe. C'est la réalité aujourd'hui du Mali, pour ne pas dire du Burkina. Ces États
ont finalement décidé de ne pas accepter que la paix vienne parce que certains États décident. Ils se sont autodéterminés, ils ont pris en charge les questions sécuritaires et aujourd'hui la paix règne. Et c'est pareil pour le Congo. Lorsque l'on a cru que c'est parce que l'on y va à Luanda que la paix va revenir, c'était déjà la fausse route. Et cela fut précédé par Nairobi 1, 2, 3. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les résolutions sont là. Aujourd'hui nous en avons combien? Que M. Lutundula nous fasse la décompte. Combien d'accords, combien de déclarations, combien de feuilles de route avons-nous signées? Et que l'on descende sur ces deux provinces à état de siège, qu'on pose la question à ces gouverneurs militaires, quels sont les résultats escomptés? Vous allez comprendre avec moi que beaucoup reste à faire, et beaucoup reste à faire en interne. Alors, est-ce que c'est alors important que le six chefs d'État se rencontrent encore en une semaine pour évaluer le sommet de Bujumbura? Bien évidemment pour se faire des accolades, pour peut-être papoter pendant 5 minutes, parce qu'ils aiment bien se revoir. Ils ont été à Nairobi 1, Nairobi 2, Luanda 1, Luanda 2. Et bien évidemment, la résultante, c'est quoi? La paix n'est pas là. On évalue s'il y a un début de commencement. Qui a évalué Nairobi 1? Qui a évalué Nairobi 2? Et qui a évalué Nairobi 3? Justement, on change de technique cette fois-ci en commençant par évaluer les sommets précédents. Bien évidemment, il y a déjà une première déclaration qui impose à la RDC d'accepter la force régionale, qui sont là depuis plus de 20 jours. Quelqu'un peut nous dire depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un peut nous dire depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien des officiers de la force régionale ont eu à perdre, de par la riposte, 5 munitions de leurs armes? Quelqu'un peut nous donner ces réponses-là? Parce qu'aujourd'hui, je sais que depuis qu'ils sont là, Kiwanja est tombé. Depuis qu'ils sont là, Kichanga est tombé. C'est un peu comme pendant qu'ils n'étaient pas là, nous avons perdu Bunagana. Pendant qu'ils n'étaient pas là, nous avons perdu Runyoni. Et maintenant qu'ils sont là, nous avons perdu Kichanga. Nous avons perdu Kiwanja. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la vraie évaluation doit partir de Nairobi 1, où nous avons décidé de cesser les faits immédiats. Poser la question à Willy Ngoma et toute sa bande. Est-ce que vous avez exécuté ça? Si vous n'avez pas exécuté, pourquoi? Et ceux qui étaient censés suivre ces accords-là, qu'est-ce qu'ils ont déjà comme information? C'est un peu comme je poserais la question ici à M. Antoine. Avant l'état de siège, j'avais Rutshuru, j'avais Bunagana, j'avais Kiwanja. Depuis que tu imposes l'état de siège, je n'ai plus ces secteurs, ces territoires et ces cités. Tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu ces cités quand tu as imposé l'état de siège? Pourtant, lorsque les civils géraient ces deux provinces, ces cités étaient nôtres, dirigées par nos dirigeants. Mais depuis que tu nous imposes des militaires, nous ne contrôlons plus rien. C'est la même question que nous reposerons à la East Community africaine. Ou d'ailleurs, lors de la première déclaration, nous avons émis des réserves pour dire que nous ne voulons pas voir les officiers rwandais. Mais lorsque nous voyons la lettre de la République du Rwanda qui décide de rapatrier ses officiers, nous posons la question à M. Lutundula. Qu'avons-nous fait de nos réserves? Pourquoi ces militaires sont entrés? Et maintenant qu'ils sont partis, qu'est-ce qu'ils sont partis? Ils ont amené quoi avec eux? Pour vous, c'était une erreur pour le gouvernement congolais d'accepter l'entrée des militaires rwandais ici? Une erreur grossière que moi personnellement je ne pardonnerai jamais à M. Antoine pour ça. Parce que je suis de ceux qui pensent que les Rwandais torsionnent ma nation. Les Rwandais violentent mes femmes. Les Rwandais pillent mes ressources. Pourquoi travailler main dans la main avec cette nation? Pourquoi? Parce que déjà, s'il n'a pas été temps même d'être réglo, il faut déjà revenir encore sur ce que Forbi a dit, qu'ils ont été, eux, responsables du deal qui imposait au Rwanda de mettre sa main sur nos ressources. Et de ces deals, l'hypocrisie et la mauvaise foi du Rwanda s'est vu être manifeste parce qu'il n'a pas été réglo. Et cette nation qui n'a pas été réglo prêve à l'appui. Pourquoi devons-nous lui donner ce bénéfice du doute en lui faisant confiance? Et si je reviens aux États membres de la East Community africaine, notre adhésion a été hasardeuse. Parce que personne ne sera même de nous donner les noms d'une cité de la Tanzanie qui est victime des attaques, ou du Soudan du Sud. Parce qu'aujourd'hui, personne n'ignore que l'objectif de la East Community africaine, c'est bien évidemment de ramener la paix dans l'espace est de l'Afrique.
Mais aujourd'hui, seul l'espace est de la RDC est sujet à attaque. Pourquoi nous devons aller vers les États qui ne sont nullement attaqués? Alors, Maître Jonathan, pensez-vous pas que c'était aussi une manière pour le gouvernement congolais de mettre le Rwanda dans le mix? C'est-à-dire, comme le Rwanda, c'est le Rwanda qui agresse la RDC derrière les M23. Bon, ok, la RDC a accepté quand même que les militaires rwandais puissent entrer ici. Question aussi de voir leur comportement pour montrer à la face du monde. Voilà ce que le Rwanda est en train de faire à la RDC à travers les comportements de leurs militaires. Vous savez, le Rwanda était dos au mur depuis 2016. Et je peux même aller plus loin pour dire depuis 1974. Avec les rapports mapping où les hauts gradés de l'armée rwandaise sont répertoriés comme commanditaires de certains actes terroristes et même d'agression contre les Congos, que cherchons-nous de plus pour mettre dos au mur le Rwanda? En 2016, du haut de la tribune des Nations Unies, l'ancien chef d'État, le sénateur actuellement, nous a dit que la RDC n'était plus en face de rebelles, mais des terroristes. Et du haut de la tribune des Nations Unies. Pas plus longtemps qu'entre 2019 et 2020, nous avons assisté à l'intrusion de l'armée rwandaise ici. Bien évidemment, comme dans ces communications légendaires, la gouvernance de la RDC minimise les faits pour nous dire non, c'était une erreur. Ils ont débordé les limites et ils sont rentrés aussitôt. Une année après, soit en 2020, nous avons pris ici 2 officiers rwandais identifiés. Qu'avons-nous fait d'eux? En 2021, nous avons vu et répertorié des armements retrouvés sur le sol congolais achetés par les Rwandais. Donc nous avons tout à croire que les Rwandais est là. Et depuis 2022, un rapport publié par les Nations Unies. Avant, c'était un draft à laquelle moi personnellement je ne faisais pas foi. Mais maintenant, c'est un rapport officiel qui vient s'ajouter au rapport mapping qui confirme que réellement les Rwandais est parmi les instigateurs de notre agression. Alors, on dit toujours que Kagame et Museveni, c'est la même personne. Faire refuser l'entrée des militaires rwandais ici sur le sol congolais, en même temps permettre l'entrée des militaires ougandais, est-ce que ça sera pas ce n'est pas une erreur aussi de la part du gouvernement congolais? Parce que vous dites que c'était pas évident, c'était pas important pour le gouvernement d'accepter l'entrée des militaires rwandais ici. Votre question est intelligible, elle est intéressante. Si au niveau de la 7e rue tous réfléchissons comme ça, ce serait une meilleure chose. Pourquoi je l'ai dit? C'est plutôt une bêtise de fermer Rwandais et laisser Ougandais sur les sols congolais. Pourquoi? Parce que Ougandais transite par les Rwandais. C'est encore une bêtise de demander aux officiers rwandais de partir et laisser les officiers ougandais ici. Pourquoi? Parce que les fils Museveni, Kakuta nous a dit lors d'un de ses postes que la relation entre l'Ouganda et les Rwandais c'était une histoire familiale. Kagame serait son oncle. Et pensez-vous que le neveu va venir combattre contre son oncle? Plus grave encore, l'histoire nous renseigne que tout ce que Kagame connaît aujourd'hui, il a appris de Museveni, qu'il a d'abord reçu dans ses services de renseignement, qu'il a envoyé étudier les renseignements en dehors du pays. Et après, ils ont travaillé main dans la main. Et aujourd'hui, le Rwanda a plus de 30 accords signés dans tous les secteurs avec l'Ouganda. Voilà pourquoi ma coalition, la Mouka, avait non seulement demandé le départ de M. Kariga, mais nous avons également demandé le départ et la fermeture de l'ambassade ougandaise ici. Malheureusement, comme la gouvernance actuelle est peut-être myope ou sourd-muet, ne nous a pas écoutés pour demander à Kariga de partir et laisser l'ambassadeur ougandais ici, demander à Rwandais de fermer et laisser Ougandais ici. Alors, Maître Jonathan, vous avez parlé de ces rencontres, de ces sommets chaque jour entre les chefs, les différents chefs d'État de ces communautés. Voilà, vous avez critiqué, vous avez dit que ces sommets qui jusque-là n'apportent rien sur le plan positif. Est-ce que
pour vous, ce n'est pas le moment pour le gouvernement congolais de changer sa politique étrangère, de surpasser cette politique de la porte ouverte, par exemple appliquer la politique des États-Unis, faire la paix par la guerre? Déjà, il faut dire que l'histoire nous donne les informations sur tout ce dont on a besoin. J'étais jeune. Je vis Mouzé nous nourrir sans importation. J'étais jeune. J'ai vu Mouzé isolé du monde, mais à surélever les défis. À part les États africains, quels sont les États européens ou américains dont Mouzé a foulé le sol? Je quitte là, je vais en Tanzanie. 6 ans de gouvernance pour Magufuli, paix à son âme. Il n'a voyagé que 2 fois en dehors de son pays et pour les États africains. Mais la Tanzanie est un État en développement très manifeste aujourd'hui. La politique étrangère de la RDC, caractérisée par la baïonnette intelligente. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes prêts à tout accepter, oubliant que nous avons des droits imposés aussi. Londres nous a refusé un ambassadeur, je ne sais pas si vous êtes informés. Les profils ne plaisaient pas. Mais nous avons été nous à même d'accepter Karega, rejeté ailleurs, dans la politique de bon voisinage. Aujourd'hui, la RDC, qui est victime d'agression, ne bénéficie même pas d'un communiqué de ces 8 États voisins les soutenant. Vous allez fouiller comme journaliste. Il n'y a pas un communiqué de la Tanzanie qui soutient la RDC. Du Soudan du Sud, de l'Ouganda, du Burundi, ou même du Kenya. Il n'y en a pas. Mais la présence des présidents de ces pays, ça montre pas aussi cette volonté pour ces chefs d'État d'en finir avec cette guerre au niveau de l'Est. Leur soutien au pays de Lumumba. La plupart de ces chefs d'État, en dépit de Museveni, tous sont venus au pouvoir après Kagame. Et tous ont les informations nécessaires sur la réputation de Kagame. Et je doute que leur présence soit porteur de lueur d'espoir pour nous. Je vous l'ai dit, ils ont été à Nairobi 1, là où tout a commencé, comme observateurs, alors que nous parlons avec nos rebelles, nos terroristes, s'il faut les considérer ainsi. La résultante, elle est quantifiable à 0. À Nairobi 2, ils ont été là également. Nairobi 3. Et actuellement, la East Community africaine a donné la responsabilité pour ces médiations et ces négociations à un ancien chef d'État qui est presque le papa de tout le monde. Mais pourquoi nous n'avons toujours pas la paix? C'est là la grande question pour laquelle les Congolais doivent mûrir de réflexion. Il y a l'hypocrisie. Alors? Non seulement il y a l'hypocrisie, mais ils sont conscients que la RDC ne veut pas s'affirmer. Et ils jouent derrière ces déclarations et communiqués. Parce que pour un chef d'État, signer et ne pas avoir de résultats ne dérange personne. Mais pour une nation, pour une population que nous sommes, signer et ne pas avoir la paix, ça nous dérange. Alors à ce stade, Maître Jonathan, quelle crédibilité pouvez-vous accorder à l'EAC d'abord et à sa force ensuite, après qu'on ait découvert qu'il y avait quand même des officiers rwandais parmi cette force régionale du Player List? Vous savez, si nous avons une gouvernance beaucoup plus sérieuse, avec des gens dignes, nous aurions déjà quitté cette communauté après simplement la découverte de la présence des officiers rwandais dans les troupes de la East Community africaine. Pourquoi je l'ai dit? Ils ont eu organisé une rencontre avec les terroristes de M23. Il y a eu même ces semblants de passation de cité. Je me pose la question, si déjà avec l'officier angolais, les familles Willy Ngoma a parlé en langue maternelle, avec beaucoup de courtoisie, se faisant même de promesses de se retrouver après. Et si les officiers rwandais étaient là, ils se sont dit quoi après? Vous nous avez amené du ravitaillement, vous nous avez amené de bonnes nouvelles. Et là, ça corrobore avec ce que nous disons depuis, que la East Community africaine, en réalité, c'est les plans de la concrétisation de la balkanisation de notre pays. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre que dans une nation démocratique comme le Congo, une force qui vient en soutien vienne installer les zones neutres, qu'on appelle zones tampons. En réalité, ils sont venus pour nous soutenir.
Et le soutien doit être dans l'armement. Que l'on entende les crépitements des balles de leur part aussi. Mais arrivé, bien évidemment, tout change. Il se transforme en zone neutre, zone tampon. Mais là, je poserai la question à M. Antoine, l'auteur intellectuel et matériel de tous ces bourdes. Pourquoi nous amener vers une organisation qui n'est pas prête à nous aider? Parce que vous allez vous rappeler dans l'histoire, il y a plus de 15 ans passés, quelqu'un a osé nous proposer ça. Il y a eu des députés qui se sont farouchement opposés et nous ne sommes jamais y allés. Mais grâce à M. Antoine, nous sommes allés de manière aveugle à la liste communautaire africaine pour récolter quoi? La hausse de l'insécurité, la multiplicité des zones occupées. Parce qu'il faut le dire, avant que la liste communautaire africaine, nous avons notre Kichanga, nous avons notre, comment on appelle ça, Kiwanja. Mais maintenant que la liste communautaire africaine est là, nous n'avons plus ces zones. Est-ce c'était ça les résultats qui nous demandera aujourd'hui de rester encore? Ou c'est parce qu'ils ont commis des erreurs qu'il faut les pardonner, leur donner une seconde chance avec ces énièmes appels au cessez-le-feu immédiat? Est-ce que le fait pour la RDC d'appartenir à l'EAC pourrait faire objet aussi d'un débat de deux chambres du Parlement? Déjà, la Constitution, l'article 214, 15, 16, 17, voudra ce que tous les traités et les accords soient soumis d'abord à ratification à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, avec la théorie d'affaiblissement des institutions que M. Antoine a imposée, l'Assemblée nationale n'est même plus en même de demander son droit. C'est le président qui l'a imposé. Je vous l'ai dit. J'ai suivi M. Mbosso vous dire que nous avons reçu l'information de l'Assemblée, de la présidence. Information. Est-ce là un discours responsable? Comme deuxième institution phare du pays, vous devez recevoir l'information où on doit avoir votre assentiment. Et il ne s'était pas arrêté là. Il a dit les fils Museveni à qui nous avons fait confiance. Est-ce que l'Assemblée nationale peut faire confiance à une personne? Vous comprenez qu'il y a un souci. On va encore plus loin. Avec tout ce qu'ils ont comme opulence des vies actuellement, des jeeps sans effort et immérités, des montants faramineux chaque mois, qui est ce député courageux qui osera la voix pour demander le respect des droits et obligations? Mais il y a quand même les députés de l'opposition aussi là-bas. C'est ça le grand souci. Tout nous retombe dessus. Hormis l'honorable Sessanga, hormis l'honorable Kassekwa, hormis l'honorable Ndombassi. Citez-moi deux autres noms des députés du pouvoir qui font également la pression sur l'État congolais. Moi, je vous ai donné 3, mais je peux aller à 10, si vous voulez bien, qui sont là en train de faire vivre la démocratie, de par les initiatives parlementaires, de par les questions incidentielles, de par les motions, et même de par les contrôles. Mais au niveau du pouvoir, silence radio, ils ne sont là que pour empocher de l'argent et recevoir des jeeps sans effort. C'est en fait ça la question. Aujourd'hui, vous responsabilisez l'opposition, mais le poids ou la quote-part de l'opposition à l'Assemblée est inférieur à 0,5% du nombre de députés. Ils sont à plus de 398. Et à 398, combien ont eu les initiatives en même de ramener la paix? C'est en fait ça déjà les questions clés pour lesquelles la gouvernance devait tabler. Mais on comprend, lorsque la jouissance atteint son niveau et que l'on est rassasié, on n'écoute plus. Et lorsqu'on n'écoute plus, c'est une petite masse de personnes qui portent la responsabilité. Et nous ne comptons pas nous arrêter. Nous ne comptons pas nous arrêter. Nous allons continuer à porter la voix du Congo. Nous allons continuer à porter la voix de notre peuple parce que nous pensons que ce peuple mérite mieux. Ouais, on doit aussi parler de la responsabilité de la MONUSCO dans cette guerre à l'Est. Est-ce que c'était important pour le gouvernement congolais d'accepter les prolongements pour une année encore du mandat de la MONUSCO? Vous savez, la gouvernance Tshisekedi est fort en erreur. Lorsque M. Kabila partait, la MONUSCO avait 6 mois pour quitter le sol congolais. En 2018. J'ai même un ami que je connais il y a quelques années au Congo qui est dans cette histoire de la MONUSCO. Déjà, début 2019, il me dit non, mais mon épouse m'attend à Dakar.
mes enfants que je vais revoir après des appels vidéo simplement. Mais lorsque la première des sessions des Nations Unies sous M. Antoine, la 73e, je crois, on décide de la prolongation d'une année de plus, j'étais déjà moins dérangé. Je me suis dit, mais pourquoi nous allons nous demander une prolongation de plus? Et l'ami m'a dit, Jonathan, je suis encore là. Mais on a quand même enlevé cet embargo de la RDC. Non, je vais répondre à la question. Je pose d'abord le problème de ces prolongations. Allez-y, maître. Depuis M. Tshisekedi au pouvoir, c'est la deuxième fois que l'on prolonge une année. Est-ce que c'était opportun? Parce que nous avons démontré que la MONUSCO ne nous a nullement aidés. Nullement aidés dans les efforts de pacification de notre pays. Oui, il nous a aidés avec le déploiement de matériel pendant les 2 processus électoraux que nous avons connus. Parce qu'il a la plus grande logistique, plus que même ma nation. Mais du point de vue sécurité, qu'est-ce que la MONUSCO nous a aidés? Qu'est-ce que la MONUSCO a fait pour nous pour amener la paix? Donc ce n'était pas opportun que l'on prolonge encore d'une année. Alors, maître, voilà. Les gouverneurs, pardon, vous répondez, les gouvernements congolais aussi, voulais-je dire, étaient de Omir. Et si c'était l'une des conditions données au pouvoir de Félix pour comment enlever l'embargo, accepter le prolongement du mandat de la MONUSCO? C'est un deal suicidaire. Pourquoi accepter que l'on lève l'embargo en condition que la MONUSCO reste? Pourquoi? Parce que les nations du point de vue mondial ont cette latitude d'apprécier et de décider de leurs options. Donc si nous décidons, nous, de vous demander de nous lever cet embargo, vous n'avez pas de contrepartie à nous demander. Si c'était le cas, la communauté internationale nous a dupés. Parce que dans cette levée, il est mentionné aussi que lorsque nous achetons, nous devons dire qu'est-ce que nous allons faire de ce que nous avons acheté. Donc non seulement ils nous ont donné cette clause de dire ou de définir l'utilité de nos matériels, mais également d'avoir sur nos sols la MONUSCO. Donc moi je pense que la levée, c'était un droit légitime, parce que la nation congolaise devait se pourvoir en armement. Mais je pense que la nation congolaise a des armements. Vous allez vous rappeler à la 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous avons vu les défilés. Vous n'allez pas me dire que tous ces engins sont partis avec M. Kabila. J'ai dit non. La preuve, c'est que nous avons vu Sukhoi venir. Et les 2 Sukhoi même, que j'avais vu depuis la journée de l'indépendance. Donc je pense que nous avons le matériel, mais nous ne l'avons pas encore utilisé. Très bien. Alors, messieurs, dames, vous êtes en train de suivre Semaine chez vous. C'est également l'émission également interactive. Donc, si vous voulez participer en direct, vous pouvez nous envoyer des messages au numéro qui est affiché au bas de vos écrans ou carrément nous appeler. Le téléphone est déjà ouvert. Nous lirons vos messages et répondrons à vos appels. Nous sommes en train de parler du sommet de Bujumbura qui a vu le jour le samedi dernier, qui a réuni autour de lui 6 chefs d'État membres de l'État de l'Afrique, de pays de l'Est, justement. Et pour ce faire, nous avons reçu pour vous Maître Jonathan Ngwele. Il est président national du parti politique PAC pour l'amour du Congo. C'est avec lui que nous sommes en train de réfléchir autour de ces différentes questions. Alors Maître, tout à l'heure je vous ai posé la question sur la crédibilité accordée à l'UAC. Est-ce que vous pensez que le fait pour la RDC d'appartenir à l'UAC a ramené plus de problèmes que de bien dans le pays? Avant de répondre à la question, moi personnellement, après toutes ces dénonciations faites sur la personne de Kagame et de sa nation, je ne pense plus jamais revoir les citoyens Antoine sur une même table avec M. Kagame. Personnellement. Et d'autant plus encore que de par les déclarations de Forby et même de sa personne à Davos, nous avons tous noté que M. Kagame en voulait à nos terres. M. Kagame en voulait à nos ressources. M. Kagame en voulait à nos vies. Vous imaginez, nous sommes conscients que cette personne nous veut du mal. Mais nous allons nous asseoir avec lui pour parler et finalement signer là où lui signe aussi. C'est de l'irresponsabilité simplement. La question de la crédibilité. Oui, je l'ai dit ici, avant que la East Community Africaine n'arrive, nous avons notre Kichanga. Nous avons notre, comment on appelle ça encore, Kiwanja. L'adhésion nous a ramené. Voilà. Lorsqu'ils sont arrivés, nous avons perdu Kiwanja. C'est un peu comme avec la mutualisation.
Lorsque la mutualisation est arrivée, nous avons encore Bunagana. La mutualisation arrive, nous perdons Bunagana. La mutualisation arrive, nous perdons Rutshuru Centre. La mutualisation arrive, nous perdons, je crois, 2 autres cités. Quels sont les apports effectifs de ces 2 structures dans lesquelles nous faisons partie ou pour lesquelles nous avons donné notre assentiment? Et la mutualisation et la East, une communauté africaine, nous a apporté plus de problèmes que nous l'avons déjà. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que M. Antoine devait vite se ressaisir plutôt, pour nous sortir dans cette tourbière de désespoir dans laquelle il nous a amenés. Alors si ça nous a apporté plus de mal, qu'en est-il de cette autre troupe qui vient en renforcement de forces régionales qui s'y trouvent déjà? Madame Tania, nous sommes à 3 et M. Daniel, nous signons un communiqué. Et dans ce communiqué-là, j'ai dit, prochainement, quand vous m'invitez, permettez-moi de m'asseoir là où vous êtes. Et prochainement, quand j'arrive, je me rends compte que vous vous installez là-bas. Mais je reviens encore. Et on parle. Vous allez me traiter de moins sérieux. J'ai donné un préalable que vous n'avez pas respecté, que je n'ai rien dit après. C'est un peu avec la East Community africaine. Nous signons une déclaration commune. Je vous dis que je ne vais pas voir le Rwandais chez moi. Vous vous entêtez, vous envoyez le Rwandais chez moi. Et pire encore, il décide et même de partir sans que vous les détectez. Et lorsque vous les détectez, vous pondez un communiqué. Le secrétariat général de la East Community africaine vous demande des explications sur votre refus. Vous comprenez qu'il y a un souci. Est-ce que la RDC, c'est encore cette nation forte pour laquelle Lumumba a donné de son sang, pour laquelle Kabila a donné de son sang, pour laquelle Mobutu a scié? J'ai dit non. Parce que cette nation forte doit également être vérifiée au travers de ses décisions et ses positions. La RDC aujourd'hui prend des décisions que personne n'exécute et ils sont à l'aise. Donc moi je pense que nous n'avons plus de crédit à accorder et à M. Antoine et à la East Community africaine. Donc, parce que tous deux ne nous ont pas aidés à évoluer. Très bien. Devons-nous retenir que la RDC à ce stade doit se prendre en charge? Il n'a pas besoin d'autres forces régionales. Elle sera tardive, mais c'est la décision qu'il faut prendre. Je l'ai dit, la RDC devait prendre ses responsabilités depuis le début. Lorsque nous avons vite compris que ces gens ne nous porteront pas à cœur pour la paix, il fallait se décider. Et lorsque l'on se décide, il y a même une réflexion que je me suis faite le week-end. Une nation qui est en guerre, mais tous les jours, ces dancing clubs et terrasses ouvrent. Et les gens vous consomment la boisson. Les gens vous dansent comme si rien n'était. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà suspendre cette histoire de buvette au travers de la République? Que tous nous gardons cette morale de l'insécurité qui nous gangrène. Et même lui-même, le citoyen Antoine, ses déplacements aujourd'hui, nous pouvons nous dire qu'il est en train de s'exposer. Parce que nos détracteurs ne dorment pas, ils réfléchissent. Et aussi, la question de la prise de conscience du Congolais. Tous ceux qui aujourd'hui chantent et propagent les messages M23, est-ce qu'il y a encore le patriotisme en eux? Voilà pourquoi je demanderai à M. Kabouya, en lieu et place de laisser ces gens nous insulter comme ils les font matin, midi et soir, il doit leur demander de chanter et encourager nos militaires matin, midi et soir. Et non les insultes. Et non les insultes. Parce que nous l'avons vu et nous les remarquons. La notion ou la question de la sécurité à l'Est semble être aujourd'hui abandonnée entre les mains de la résistance et de l'opposition. Peu sont ceux qui les portent à cœur au niveau de la gouvernance. Ils peuvent bien tenir des meetings pour 3-4 heures, comme ils l'ont fait les week-ends derniers pour répondre au cardinal, sans glisser un mot sur la question de l'Est. Et il s'est dit être secrétaire général du parti au pouvoir. Lorsque les communicants de ces partis au pouvoir passent à la télé, c'est pour insulter, propager des insultes, sans piper mot sur la question de l'insécurité. Donc nous pensons qu'aujourd'hui,
la question de la sécurité doit être prise avec beaucoup plus de responsabilité. Maître Jonathan, la dernière avant de passer la parole à Daniel, s'il te plaît Daniel, est-ce que vous pensez que la force régionale égale à une nouvelle MONUSCO? La force régionale égale à un nouveau groupe terroriste et au Congo. Les mots est fort, mais je me permets de les dire. J'ai suivi le président sud-soudanais lorsqu'il parlait à ses militaires avant de venir au Congo. Je les ai vus tous avec des armes à feu. J'ai pas vu des armes sécuritaires, non létales, non, j'ai vu des armes à feu. Mais ils arrivent au Congo, plus de 20 jours après, personne ne tire sur cet armement-là. Au finish, il y aura l'arrayage. Parce que ces armes-là ne servent à rien au Congo. Mais par contre, depuis leur présence au Congo, des portions de terre sont occupées. Donc aujourd'hui, la MONUSCO, encore mieux parce que, et au moins tire 2 fois, hein, même sur les citoyens congolais, ils tirent. Mais la East Community africaine tire sur qui? Ils opèrent dans quelle zone? Ils sont dans la zone neutre, où il n'y a pas de combat. Est-ce qu'ils sont venus pour ça? Ou ils sont venus pour nous aider à ramener la paix? Alors, Maître Jonathan, après l'avion de la RDC, les samedis, si je ne me trompe pas, les dimanches ou les samedis, l'hélicoptère de la MONUSCO a été attaqué près de Goma. La MONUSCO réagit sans citer les noms du commanditaire, mais parle d'un crime de guerre. Quel est votre commentaire? Déjà, il faut dire que mon ami dont je vous ai parlé, il m'a annoncé aussi qu'ils ont même perdu un pilote. Paix à son âme. Et c'est triste. Comme je vous ai dit, nous avons 9 États voisins. Aucun d'entre eux n'a cité nommément le Rwanda ou n'a adressé un message de soutien à la RDC. Aucun. Silence silencieux. Aucun. Si les États qui sont souverains ne tiennent pas des discours vraiment, comment on peut dire, directs, vous pensez qu'une composante d'une ONG va le faire? Parce que je me permets d'appeler les Nations Unies l'ONG, en tout cas. Je sais qu'avec les internationalistes, on ne sera pas d'accord, mais moi je pense ainsi. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que dans les Nations Unies déjà, ou dans l'ONU, les nations cotisent. Et la nation qui est agresseur du Congo aujourd'hui cotise également. La petite bourde lui mettra en déphasage, surtout que déjà le Rwanda est un pied dedans et un pied dehors aux Nations Unies. Parce qu'il pense rejoindre les Commonwealth, où il pense être à l'aise en parlant qu'anglais. Vous comprenez qu'il y a un souci d'ordre stratégique pour cette structure, la MONUSCO, de ne pas pointer. Mais bien évidemment, lorsque vous ne pointez pas aussi, c'est vous qui perdez. Vous avez perdu des hommes, vous perdez des équipements. Après les drones, parce qu'il y a eu un drone perdu comme ça, c'est maintenant le tour d'un hélicoptère. Donc, en termes logistiques, vous acquiescez de pertes. Il menace quand même de traduire en justice l'auteur de cet acte. Oui, en DIDH, les droits internationaux humanitaires, il y a de ces structures-là qui ne peuvent pas être objets à combat. Nous avons les ONG, nous avons la Croix-Rouge et nous avons également les forces d'intervention. Parce qu'eux ne sont pas là, la MONUSCO n'a pas une mission de combattre. Donc, il est là pour gérer la population et participer dans différents processus de paix. Et lorsque vous lui faites la guerre, vous commettez les crimes contre la paix et des crimes de guerre. Parce que s'il est établi de par les enquêtes que c'est telle nation qui a attaqué sur, vous commettez les crimes de guerre. Aujourd'hui, la RDC est en droit de réclamer les crimes de guerre. Parce que nos mosquées, nos formations hospitalières sont objets à combat, alors qu'ils ne combattent pas. Mais lorsque la nation ne sait pas prévaloir ses droits, vous comprenez qu'il y a un souci. Vous comprenez qu'il y a un souci. La Centrafrique, de par ses ONG, n'ont pas hésité de traduire M. Bemba à la CPI parce qu'ils connaissaient leurs droits. Mais aujourd'hui, la RDC n'est même pas en mesure d'ester en justice parce que simplement des groupes de personnes ignorent les prérogatives qui sont siennes. Très bien. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons prendre notre deuxième thématique. C'est d'accord? Si vous me permettez, je peux poser la dernière question au maître concernant cette question de la guerre à l'Est. Devant les commandants des forces de l'EAC, le président Félix déclare à Bujumbura: vous n'êtes pas venu au Congo pour valoriser les M23.
répondez toujours à la population sur leurs questions. N'aidez pas les M23. Comment commentez-vous ces propos du président Félix? Monsieur Antoine a craqué. Il a finalement oublié la cible. Qu'est-ce qu'un simple exécutif des opposants? Non, madame. Du point de vue sérieux, vous venez d'une conférence ou, je sais pas, sommet ou quoi, où vous avez reçu à parler avec tous les chefs d'État. Les 6 étaient présents. Vous leur avez pas dit ça. Et vous allez parler à leurs exécutants sur terrain. Un chef d'État qui descend parler à des exécutants. Il a craqué. Parce que nous l'avons dit en son temps, que cette vidéo triomphale qu'a fait M. Willy Ngoma avec un des officiers, se promettant de se rencontrer quelque part, la nation congolaise devait réagir à la minute par un communiqué pour fustiger ce genre d'attitude. Ils nous ont laissé encaisser cela. Et après le sommet, vous allez parler à des exécutants. Est-ce que vous avez vu cet exécutant-là réagir? Parce qu'il était lui-même perdu. Il dit à un chef d'État qui s'adresse à moi alors qu'il a ses compères là-bas. C'est pas sérieux. C'est pas vrai. Parce que ces chefs d'État-là, c'est eux qui chuchotent à l'oreille de ces commanditaires. Nous serons beaucoup plus à l'aise qu'ils parlent ainsi au secrétaire exécutif de la Commission africaine. Peut-être. Ou au médiateur qui nous avait été désigné. Nous serons encore à l'aise. Mais lorsque vous parlez à un militaire qui déjà n'a pas pris part à ces mini-sommets-là, il était dehors. Parce que c'est les chefs d'État qui parlaient, qui n'a pas signé ces communiqués-là. Vous comprenez directement que l'on perd la cible. Déjà, on a parlé avec les Rwandais, on s'est assis là où les Rwandais étaient. On n'a pas été en mesure de dire, et on va déverser sa colère sur un simple exécutant. Très bien. Alors, on prend notre deuxième thématique. Au cours de la visite historique du pape François, le cardinal Fridolin Ambongo a prononcé un discours après justement la messe papale où il a déploré, où il a carrément présenté les deux problèmes majeurs du pays, de la RDC, dont le problème de la souffrance de la population congolaise et aussi la question électorale, d'autant plus que nous sommes pendant l'année électorale. Après ce discours, aussi après que le pape soit parti, il y a eu quand même des indiscrétions, des personnes qui ont réagi à propos du discours du cardinal Ambongo. Alors, maître Jonathan, pensez-vous que c'était le moment et l'endroit approprié pour le cardinal Ambongo de prononcer ce discours? Bien, merci, mais je suis un peu inquiet du fait que vous considérez que cette visite est historique. Et lorsque je fouille les archives de cette visite, je ne vois pas un protocole d'accord ou des contrats signés qui profitera à la nation. Je vois plutôt des chrétiens catholiques dont la foi est de plus en plus grande. Parce que soit ils ont reçu la bénédiction du Saint-Père, soit ils ont eu la chance de le revoir pour une deuxième fois. Parce qu'il faut le dire. Voilà, parce qu'il faut le dire que ce n'est pas la première fois. Et ça ne sera pas la dernière. Contrairement d'ailleurs au Soudan du Sud, le pape a tenu qu'une seule messe ici, mais là-bas il en a tenu 2. C'est une première pour le pape François. Voilà, en son temps aussi pour Jean-Paul, c'était une première. Donc vous comprenez qu'en réalité, lorsque le pape arrive, nous devons nous les considérer comme un fait normal. D'autant plus encore que c'était un voyage apostolique, ou une mission apostolique. Il est venu prêcher, faire grandir la foi de ses fidèles et croyants. Et apporter la voix d'un peuple meurtri. Voilà, porter la voix d'un peuple meurtri. Comme un des membres observateurs des Nations Unies, je serais heureux que le pape, après avoir fait son speech, qu'il remette ça aux Nations Unies et que les Nations Unies convoquent urgemment les conseils de sécurité pour décider des sanctions infligées au Rwanda. Parce qu'il est membre observateur là-bas. Si cela ne s'est pas fait répertorier, ça veut dire qu'en réalité, il a parlé comme nous le faisons, comme nous l'avons fait depuis des dizaines d'années. Mais du point de vue de la foi, il a prêché, il a eu une thématique. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Voilà, nous l'acceptons. Mais je sais également que les Saintes Écritures voudraient qu'avant une réconciliation, qu'il y ait une confession.
et que certaines personnes devaient confesser du mal qu'ils font chaque jour au peuple congolais. Et lorsque cette confession va être faite, nous allons nous apprécier le pardon à donner et éventuellement aller vers la réconciliation. Mais étonnant, c'est de voir les attaques injustes et mal polies envers notre cardinal, le cardinal Fridolin Ambongo. Vous allez m'excuser, mais ici je vais rapidement dire un mot à un journaliste français qui a eu la chance de créer une radio de la place au Congo et qui s'est permis de réduire en morceaux l'intervention du cardinal et vouloir les livrer aux vindictes populaires. Monsieur le journaliste français, en France, moi je ne me permettais pas de critiquer un cardinal français. Il semblait qu'il s'appelle Christian. Et je ne me permettrai pas de le faire. Je vous demande de respecter notre cardinal. Si vous ne voulez pas réagir sur ce que lui a dit, tant mieux vous taire. En lieu et place de portionner ce qu'il a dit pour au finish et donner l'impression qu'il se soucie peu de la situation de l'Est. Le message du cardinal est-elle vrai ou faux? J'ai dit vrai. Est-ce que le peuple congolais n'est pas meurtri? Jusqu'à hier, on a encore tué. Est-ce que le peuple congolais n'est pas affamé? Oui. D'après le rapport PAM, il y a plus de 25 millions d'enfants qui ne mangent pas. Nous sommes la seconde État la plus malnutrie au monde après le Yémen. Et pourtant, nous avons 80 millions de terres arabes où nous pouvons s'aimer pour récolter et manger. Le cardinal plutôt dit que ce peuple a besoin des élections libres, démocratiques et transparentes. Ceux qui en son temps pensaient mener les combats de la démocratie et qu'aujourd'hui ils ne sont plus à même de les faire, ils nous obligent à accepter leur forfaiture à venir. Les tableaux des élections pour 2023 du mois de décembre est déjà tracée et elle est floue. Elle est très floue parce que les opérations de l'enrôlement des électeurs est sujet à contestation. Vous avez suivi le point de presse de la COEL, Coalition électorale de la Mouka, où nous avons dénoncé l'existence des bureaux fictifs. Et nous nous posons la question, à qui profiteraient tous ces bureaux fictifs? Si en son temps, sous Kabila, nous avons dénoncé que les gens détenaient des machines chez eux, pourquoi cela devait continuer? Si en son temps, nous avons dénoncé la question de la clarté du déroulement, aujourd'hui encore, la clarté n'est pas là. La loi électorale vous dit qu'en dépit de membres des confessions religieuses, les politiques doivent également envoyer leurs mandataires. Aujourd'hui, qui peut nous dire les personnes qui ont signé le PV successivement de Manara et de Ditou Mouniz? Parce qu'il semblait, de par la loi électorale, que cette composante-là devait avoir les membres venant de l'opposition. Et l'opposition aujourd'hui est organisée par différents partis politiques. Où et quand ces gens se sont réunis pour envoyer un de leurs à la CENI? Et même le fonctionnement de la CENI pose problème. Vous avez lu la lettre de Madame Seya, qui est surpris de voir que ses prérogatives sont gérées de manière dictatoriale par Nanga Junior. Et face à là, vous parlez de Denis Kadim. Ouais, c'est Nanga Junior, en fait, dans la façon de travailler. C'est le prototype de Nanga. Beaucoup vont le comprendre sous peu. C'est vraiment le prototype de Nanga, sauf qu'il est Nanga miniature, en fait. Donc, vous comprenez que la réalité, c'est que les processus n'est pas fiable. Alors que le cardinal dit que nous voulons des élections libres, démocratiques et transparentes. Et les insultes qui tombent de partout, des matinées politiques organisées, pour répondre au cardinal, ne pensez pas que le rôle de l'Église va changer parce que vous êtes au pouvoir. Non. L'Église est aux côtés de la population et elle restera. Elle restera, pas parce que vous êtes là, mais parce que vous allez partir. Et chercher à entrer en conflit ou en affrontement avec l'Église, c'est précipiter votre départ. Qui veut parier, nous serons là. Alors, il s'avère que
comme vous l'avez bien signalé, c'est que les cardinals Ambongo a dit, c'est la vérité, mais est-ce que c'était le moment et l'endroit approprié de les faire au moment où le pape François est venu en RDC avec cette thématique un peu rassembleur? Vous savez, je l'ai dit en amont ici, les papes est principalement venu rencontrer les fidèles catholiques. Mais on dit qu'il est venu sur invitation du président de la République. Ce n'est pas un bon qui est allé recevoir les papes à l'aéroport international d'Engeli, c'est plutôt le premier ministre Samuel Konde. Vous savez comment on appelle ça? Du Kadiocha, mensonge. En 2016, la République démocratique du Congo, 2014 d'ailleurs, a demandé de par les gouvernements à l'époque l'arrivée du pape ici. Le nonce apostolique est là. La cité de Rome où habite le pape nous a répondu pour dire qu'il souhaite venir ici après les élections. Parce qu'il y avait ces vents-là de glissement qui s'annonçaient. Ça veut dire que c'était depuis l'époque de Kabila. La nation a fait la demande. Les nonces apostoliques témoins. S'il a la documentation, il peut le produire. Rome nous a répondu pour dire qu'ils viendront ici qu'après les élections. En 2018, il y a eu quoi? Les élections. Si la RDC confirme ou réaffirme la demande, vous n'allez pas les donner à une personne. Lui-même, il a demandé d'être reçu et on l'a demandé d'aller là-bas. Au moins cette année, il a répondu à l'invitation. Oui, parce que l'année passée, il a eu un problème de genoux. Voilà. C'est au fait de ça, mais dire que c'est parce que lui l'a invité, c'est faux. Là, c'est de 1. De 2, les cardinals portent la voix de la population congolaise, particulièrement des croyants catholiques. Et il devait dire au Saint-Père, c'est d'ailleurs même l'introduction de son père, de son allocution plutôt, Saint-Père, le peuple congolais qui vous reçoit aujourd'hui. Donc il présente la situation actuelle du peuple congolais. Je vous ai dit, nous sommes enfamés. C'est pas moi, c'est le pape. S'il vous plaît, vous continuez. Mais ce n'est pas ce que les cardinals, les discours que les cardinals avaient envoyés au bureau de presse du Saint-Siège. Vous constaterez que dans les documents, ce discours a été modifié, improvisé par les cardinals Ambongo. Voilà, j'arrive. Est-ce que le discours est obligé d'être lu tel que l'on a présenté en homme? C'est ça la question. Moi qui vous parle, j'ai préparé cette émission. Mais je me rends compte que beaucoup de ce que j'ai préparé, je ne serai pas en mesure de les dire. Et je suis allé dans les impréparés. Je vous ai dit ce que je n'ai même pas préparé. C'est en fait ça la réalité. Et ces peuples congolais devaient en réalité confirmer ou infirmer ce que les cardinals disaient si c'était faux. Vous n'avez pas suivi leur réaction. Ils ont été très d'accord avec ces discours parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Et on parlait à qui? On parlait à quelqu'un qui a rang d'observateur des Nations Unies, qui peut influencer pour beaucoup de la situation de la RDC. Si le pape arrive aux États-Unis, il dit que ces gens-là ont besoin de la nourriture, les Américains ne nous envoyeront pas des riz ici. S'il va en Thaïlande, il dit les peuples congolais disent qu'ils sont affamés. Vous comprenez qu'il y a des postures des demandeurs. Et c'est la posture que le cardinal a utilisée. Qui du reste, à mon humble avis, et ce que partagent beaucoup de Congolais est vrai. Est-ce que c'était pas une manière pour les cardinals d'en profiter pour en finir une fois pour toutes avec le pouvoir en place, essayer un peu d'évangile? Qu'est-ce qu'il y a avec le pouvoir en place qui devait finir? Est-ce que c'est les cardinals qui demandent à la gouvernance actuelle d'être incompétent? J'ai dit non. Est-ce que c'est les cardinals qui demandent à la gouvernance actuelle d'être corrupteur et corrompu? J'ai dit non. Est-ce que c'est le cardinal qui a demandé à la gouvernance actuelle d'être incapable de nous ramener la paix? J'ai dit non. Est-ce que c'est le cardinal qui a demandé à la gouvernance actuelle d'être aussi tribal qu'ils le sont? J'ai dit non. Donc vous comprenez qu'en réalité, le pouvoir s'entend concerné par ces discours. Ils ne peuvent être qu'agités. Mais nous pensons que le cardinal l'a dit vrai. Surtout que son interlocuteur est parmi les 2 personnes les plus influentes du monde. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 2 présidents les plus sécurisés au monde.
ou deux personnalités. Il y a le président Poutine et après vient le pape. Plus sécurisé. Arrivé au Congo, la sécurité du pape a été gérée par la Cité du Vatican. Sa sécurité ici. La nôtre était, je crois, la 4e position. Et vous allez me dire qu'à ces personnes-là, on doit louper les occasions? Non, il faut les dire ce que nous voulons et ce que nous subissons. Alors, du discours prononcé par le cardinal Ambongo, on pourra dire que l'Église a gardé sa mission d'être au milieu du village où l'Église a pris position. L'Église a gardé et continuera à garder sa position d'attente, d'être la voix de ceux qui ne peuvent pas porter la voix, d'être au milieu du village. La preuve, c'est que sachant que c'était l'arrivée plutôt d'un chef d'État, s'il faut l'appeler comme ça, est-ce que vous avez vu l'Église catholique aller accueillir le peuple à l'aéroport? On a laissé les officiels. Plus encore, la première instance où le pape est parti, c'était où? Le palais de la nation. Là où les politiques travaillent. Mais il a passé nuit où? Et qui crie matin, midi et soir qu'ils ont dépensé aucun. Il a passé nuit où? Au centre interdiocèse. Qui est propre qui? Aux catholiques. Vous comprenez qu'il y a un souci là-dessus. Donc aujourd'hui, la question de la position de l'Église est beaucoup plus confirmée d'ailleurs. Cette Église qui doit en réalité demeurer l'Église au milieu du village l'est encore. Si ce n'était pas le cas, l'Église catholique allait continuer à militer pour les combats de la structuration de la CENI. Mais ils ont tourné la page, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la population congolaise ne mérite pas ces spectacles-là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la visite du pape en chute là? Oui, l'Église catholique aura beaucoup plus d'adhérents. C'est déjà, il faut le dire, parce que beaucoup, par le simple fait d'avoir vu les papes, sont attirés. Mais ce n'est pas que les catholiques. D'autres disent qu'il est mignon, d'autres disent qu'il est charismatique. Ce sont des mobiles qui peuvent pousser certaines personnes à y aller. Et pour les croyants catholiques, comme on dit à Lingala, si vous me permettez, mais pour la nation, nous avons retenu ces messages réconfortants. Où le pape dit qu'il faudrait que certaines nations, tant africaines que mondiales, puissent enlever leurs mains de mine de la RDC. Que la RDC n'était pas une mine d'ailleurs, une mine. Et moi, je les reformule pour dire que les gens de l'UDPS devaient enlever leurs mains sur les mines de la RDC, principalement du Haut-Katanga. Ils devaient enlever leurs mains. Et le pape a prêché les messages de l'unité, en leur demandant de banaliser le tribalisme, de le mettre loin. Le pape nous a redit ce que beaucoup le disent, même Max Weber l'a dit. Que servira un pouvoir de gagner aussi longtemps que son peuple souffre? Le pape nous a dit que la rétrocommission doit être banalisée en parlant du gain facile, sans effort. Il faut banaliser ça, il faut l'abandonner. Le pape nous a dit également que dans l'amour et dans la communauté, on peut évoluer. Le pape aussi a interpellé les prêtres. Oui. Pourquoi? Parce que l'évangile perd de plus en plus sa place. L'évangile perd de plus en plus sa place. Et s'il était protestant, ces messages allaient être vraiment destinés aux protestants d'abord et aux églises de réveil. Parce que la parole, nous l'entendons de moins en moins. Nous entendons plutôt les messages réconfortants. Tu seras béni. Tu iras de l'avant. En lieu presque de dire, répands-toi. Le royaume des cieux est proche. Donc moi, je pense que la réalité aujourd'hui, c'est que les messages du pape doivent être capitalisés par toute la classe politique et par la nation congolaise. Une dernière question. Alors, vous disiez... Ouais, la toute dernière. Je chute avec cette question, Tania. L'Église a tourné la page. Martin Fayol aussi de son côté, il a tourné la page. Je n'ai pas rencontré le président Martin depuis une semaine maintenant. Mais je vois qu'il est sur les réseaux et les messages qui lui est attribué, où il aurait accordé son pardon. À qui? À ceux qui ont volé le pouvoir du peuple. Mais moi j'ai dit, si le président accorde le pardon, le peuple, vous n'avez pas accordé le pardon. Parce que c'est parce qu'ils ont volé votre pouvoir que vous souffrez aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, je pense que le président Martin est la clé pour le développement de ma nation. Il est vrai que plusieurs Congolais peuvent également l'être. Mais pour l'avoir côtoyé, pour
avoir plusieurs fois échangé avec lui, je pense que c'est la personne idéale pour un Congo meilleur. Donc Martin Fayulu a répondu à l'appel du pape, tous réconciliés en Jésus-Christ. Je le prends au conditionnel, parce que j'ai dit que c'est un message qui lui est attribué, je l'ai vu être propagé sur la toile. Mais comme j'ai la facilité de parler avec lui, je vais échanger avec lui. C'est réellement son message. Je pense que lui peut pardonner, mais la nation ne pardonnera pas. Très bien. Alors, cette émission est complètement arrivée à sa fin. Vous avez un dernier mot, maître Jonathan Ngwele. Merci à Maman Tania, merci à Monsieur Daniel. Une émission qui s'est veut être parmi ceux qui relèvent les défis de la nation. Je l'ai toujours dit, je mène un combat depuis un moment contre un de vôtres qui a pris le courage de faire ce que beaucoup ne feront pas, M. Bossembe, en comparant le père d'autrui à dit n'importe quoi. Et je vous conjure de ne pas verser dans ça. Parce que j'apprends que d'après la gouvernance actuelle, il faut insulter pour être promu. Soyez-en rassurés, les méritants sont promis d'après leurs réflexions et leurs vertus. Merci à vous pour l'invitation. Je remercie tous les Congolais pour le soutien qu'ils apportent à notre combat, la diaspora congolaise, ceux qui habitent le pays. Continuez à nous soutenir de par vos prières, de par vos intentions, parce que nous en avons besoin. Aujourd'hui, les compatriotes y sont introuvables, simplement parce qu'il est de l'opposition. Je ne sais pas si vous connaissez un du pouvoir qui est introuvable. Non, c'est seulement les opposants qui sont introuvables, c'est seulement les opposants qu'on comptabilise à Makala. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, merci à Daniel Volonlaï pour la co-présentation. Je vous remercie, Tania Mbouad. Merci, c'était la CML chez vous qui a reçu pour vous maître Jonathan Ngwele, président national du parti politique PAC, voilà, pour l'amour du Congo. Alors, on se retrouve comme ça mercredi pour un nouveau numéro. Ça sera avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Et restez branchés au programme de CML 13 Télévision. Toujours.